Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Bienvenue à la première conférence, la 186e conférence, j'ai retenu les conseils depuis donc sa création, depuis 2004, de l'Institut Thomas More dans cette superbe salle des Cariatides, chef-d'œuvre de l'architecture bruxelloise néoclassique qui date de 1821. Nous sommes vraiment heureux de vous y accueillir. Peut-être est-ce pour certains la première fois que vous entendez parler de l'Institut Thomas More. Peut-être j'espère pas la dernière. L'Institut a été créé en 2004 à l'initiative de Belges et de Français. Parmi les fondateurs sont présents ce soir notre vice-présidente, Christiane de Livonnière, qui nous vient de Paris et qui nous fait l'honneur de sa présence, notre vice-président, Pascal de Roubaix, et notre président, Christian Bunfaller. Jean-Thomas Le Sieur, notre directeur général, a rejoint le navire dès le début et le guide avec beaucoup de talent et d'énergie depuis lors. C'est grâce à son travail acharné que l'Institut est devenu un acteur incontournable de la vie politique et médiatique française. L'Institut est un think tank libre et indépendant, un centre de réflexion politique, un centre d'expertise, un laboratoire de solutions innovantes et un relais d'influence. Notre époque est plongée dans une eau mouvementée, dont le sens du courant n'est pas toujours lisible. Pour en faciliter sa lecture, nous sollicitons l'aide de nombreux chercheurs qui réalisent des notes, des études sur des enjeux cruciaux, commandés par les pouvoirs publics, des entreprises ou des particuliers. L'Institut a pour vocation de faire émerger des analyses et des idées qui sont ensuite reprises par les responsables politiques, des chefs d'entreprise ou encore des représentants de la société civile. L'Institut croit dans les valeurs de liberté, de responsabilité, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, au principe de subsidiarité. Il veut défendre une Europe fière de ses racines et fière de sa civilisation, car la liberté n'est véritable que si elle n'oublie pas d'où elle vient et ce qui la constitue. C'est dans les enseignements incroyablement riches de notre civilisation que nous devrons puiser pour faire face aux bourrasques actuelles qui fragilisent notre continent. À rebours d'une certaine hystérie et d'une certaine déraison, catalysée par les réseaux sociaux, qui infusent la société contemporaine, nous voulons faire de la politique avec un P majuscule, celle des idées, celle de la raison, celle du courage, celle de la lucidité, qui est la blessure la plus proche du soleil, comme écrivait joliment René Char. Face au sectarisme et à l'anathème, nous voulons rétablir la discussion apaisée et le pluralisme. Face à la dictature de l'émotion, la culture et la pensée nuancée. Face au relativisme et au communautarisme, nous voulons restaurer le goût de la vérité et l'idée d'universel. Nous souhaitons que l'Institut devienne aussi visible et influent en Belgique qu'il est en France. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien et de votre relais. Pour devenir membre, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription qui figure dans la farde qui vous a été distribuée ou qui est aussi disponible à l'entrée. Nous vous donnons déjà rendez-vous en avril prochain pour parler de la nouvelle révolution culturelle qui touche tout l'Occident, qui s'appelle le wokisme, vous avez peut-être déjà entendu parler, et en juin pour parler d'une forme de gouvernement bien présente en Belgique, la particratie. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir 3 orateurs de grande qualité pour aborder un sujet brûlant, la politique énergétique de la Belgique. Messieurs Jean-Pierre Schaken-Wilmar, Georges-Louis Boucher, vous ne le voyez pas encore, mais il arrive, et Olivier van der Maren. Jean-Pierre Schaken-Wilmar est notre premier orateur. Il est membre du conseil d'orientation de l'Institut Thomas More et président du pôle énergie, climat et environnement. Il a écrit de nombreux ouvrages portant sur l'énergie, dont le dernier traite du nucléaire, qui s'intitule « L'électricité nucléaire, une énergie du futur ». Il prend un rebrousse-poil de gouvernement, aux éditions L'Harmattan. Je vous laisse la parole. Oui, je vous remets vos slides. Ça va ? Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la production d'électricité et du mix électrique en Belgique. Alors, parler de la Belgique implique nécessairement de parler de l'Union européenne, puisque c'est le premier niveau de décision. Alors, l'Union européenne, toute la politique électrique
dépend de la théorie du GIEC, c'est-à-dire la théorie selon laquelle les augmentations de température, donc le changement climatique, seraient dues à une augmentation des émissions de CO2 par les activités humaines, donc par l'homme. Les conséquences de cela sont très importantes sur la politique électrique au niveau européen, bien entendu, dans les États membres. Alors, au niveau européen, cela suppose une réduction rapide des émissions de CO2 d'ici à 2050 pour limiter la température à 1,5 degré, et d'autre part, en 2030, il faudrait que les émissions de CO2 soient réduites de 55% par rapport à 1990, c'est-à-dire une ambition très importante, et on va voir si ce sera possible. Alors, ceci implique évidemment une suppression complète de la production thermique d'énergie. Or, en Belgique, comme dans toute l'Union européenne d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'énergie thermique. Il y a d'ailleurs une division entre l'ouest de l'Europe et l'est de l'Europe étant essentiellement thermique. Donc c'est pour ça que je dis atteindre la neutralité carbonique, c'est-à-dire le zéro carbone en 2050 et en 1930 avoir les exigences que l'on a, ne sera pas évident. Alors, l'Union européenne elle-même n'a jamais été contre le nucléaire, mais elle n'a jamais promu non plus. Toutefois, l'Union européenne, enfin, a découvert une évidence, c'est-à-dire que l'énergie nucléaire ne dégage pas de CO2. Et donc, a considéré qu'on pouvait donner un label vert à la production de nucléaire, label vert qui malheureusement ne sera pas éternel, il est limité dans le temps, et donc il sera être supprimé avant 2050. Je ne comprends pas la logique du système, mais voilà, c'est une décision. Alors, il faut savoir que le renouvelable intermittent exige une énergie pilotable pour compenser le manque de production d'énergie quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent. Cette compensation, donc cette énergie pilotable qui sert de substitution de compensation, c'est évidemment le gaz. Mais le gaz est un émetteur de CO2, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions flagrantes dans toute cette politique, et je vais vous en citer d'autres, mais voilà, on n'y arrivera pas, on ne parviendra pas à une pénétration suffisante de renouvelables s'il n'y a pas une énergie pilotable qui compense. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas laisser l'électricité disparaître brusquement. Ça donnerait des conséquences inacceptables et pour l'industrie et pour les citoyens que nous sommes. Mais cette énergie pilotable n'est opérationnelle que très peu d'heures par an. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que quand il n'y a vraiment pas de vent et pas de soleil pendant une durée plus ou moins longue, et cela se passe surtout en hiver et au mois de janvier-février. C'est pour cela qu'il faut absolument avoir une aide de l'État pour convaincre les investisseurs d'installer des centrales à gaz ou de continuer l'exploitation des centrales existantes, mais surtout des nouvelles centrales à gaz. Bon. Alors, donc, je viens de vous dire que la Commission européenne a accepté cela, mais ce qu'elle donne d'une main, elle le reprend de l'autre, parce que Mme Vestager s'est empressée de dire que les aides d'État qui sont octroyées de manière très généreuse d'ailleurs aux énergies intermittentes ne sont pas applicables pour le nucléaire. Seconde absurdité, parce qu'il est évident que le nucléaire n'émet pas de CO2, pourquoi favoriser des énergies qui sont favorables, qui n'émettent pas de CO2 et pas de nucléaire? Ils devraient être traités de la même manière.
Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'interroger sur le bien fondé de ces décisions. Hein. Ce n'est pas du tout évident. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, les COP, ce sont les sommets réguliers des partisans de cette politique zéro carbone, de la politique de basse émission. Aucune COP n'est parvenue à obtenir, malgré toutes les déclarations qui ont été faites, des décisions fondamentales et définitives sur la fermeture des centrales au charbon. Or, les centrales au charbon sont de loin les plus grandes émettrices de CO2. Ici, je parle d'émissions de CO2. Je ne parle pas de pollution, ce sont deux choses différentes, mais j'y reviendrai. Alors, ce qui est important de savoir, c'est comment se situera l'Union européenne vis-à-vis de ces deux grandes puissances que sont d'une part les États-Unis et d'autre part la Chine. La Chine a déjà déclaré, mais très officiellement, puisque Xi Jinping a fait une annonce tout à fait officielle, qu'en aucun cas, elle ne pourrait se passer des énergies fossiles et que de toute façon, en 2030, jusqu'à 2030 dans tous les cas, elle continuera à augmenter ses émissions de CO2, alors que nous les réduisons de 55% en 2030. Donc vous voyez l'écart qui est énorme. Le fait que la Chine a décidé de faire cela, c'est qu'elle a besoin d'une énergie abondante, bon marché, et produite de manière continue, c'est-à-dire non intermittente. Il lui faut en effet rattraper son retard, comme tous les autres pays émergents, par rapport à l'Occident. Et ça, c'est la première priorité. Il y a également, dans le chef de la Chine, une autre idée, une autre exigence, c'est de réduire la pollution. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire la distinction entre les deux. La pollution, il faut la combattre à tout prix. Or, il se fait que la Chine, comme l'Inde d'ailleurs, ont énormément de chauffage et de production d'électricité au charbon, et que cela provoque, de même que domestiquement, ils utilisent beaucoup d'énergie fossile, qu'il faut réduire cette pollution et donc réduire les émissions de gaz toxiques cette fois-ci et de particules. Alors, oui, ceci sont des chiffres, mais donc vous voyez les... Maintenant, voyons ce qui se passe. Vous voyez... excuse-moi. J'aurais préféré être debout devant l'écran, mais il paraît que je dois rester ici et ne pas bouger. Alors, la Chine a des émissions nettement plus grandes que tous les autres pays dans le monde et continuera à avoir ces émissions, en tous les cas jusqu'à 2030, ne fera qu'augmenter ces émissions. Et donc, nous sommes les seuls à nous imposer des contraintes, avec quelques autres pays dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. Le second pays le plus pollueur, c'est les États-Unis. Alors, les États-Unis sont structurés de manière telle que les États membres ont comme nous d'ailleurs également, théoriquement en Europe, ont la responsabilité de choisir leur mix énergétique. Certains États membres des États-Unis sont fortement motivés par une production au charbon puisque c'est la richesse de leur État. D'autres, au contraire, sont fortement verts, tels que la Californie. Donc il y a une différence aux mêmes des États-Unis. Alors, le troisième pays, c'est l'Union européenne. Vous voyez que les émissions européennes, enfin, quand on fait le calcul, ne participent qu'à 8% dans les émissions de CO2. 8%. C'est-à-dire que nous avons un impact négligeable sur les émissions. Et malgré cet impact négligeable, nous nous imposons des contraintes drastiques. Alors, vous voyez la courbe d'émissions de CO2 de la Chine qui augmente considérablement, très très vite d'ailleurs, et beaucoup plus vite que l'Inde. Non pas parce que l'Inde
n'a abandonné son énergie fossile, au contraire. Il y a beaucoup plus d'énergie fossile d'ailleurs en Inde qu'en Chine, parce que la Chine a déjà commencé évidemment l'installation de son renouvelable, qui est également du renouvelable intermittent, parce que malheureusement, en dehors de l'intermittence, il n'y a pas d'autres renouvelables qui puissent être produits en grande quantité. La biomasse, il y en a peu, et l'hydrogène, c'est dans le futur. Donc l'Inde est en train de rattraper son retard lentement, et donc il leur faudra du temps. C'est pour ça que vous voyez que la courbe voilà, est montante, mais beaucoup plus faiblement que celle de la Chine. Alors, en Europe, le plus grand polluant, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a été la première à faire des efforts considérables pour augmenter les productions renouvelables, évidemment éoliennes et photovoltaïques, et elle est obligée, étant donné que son industrie a besoin d'une énergie bon marché et abondante, de produire de l'électricité à partir de charbon, de lignite et de gaz. D'ailleurs, ce qui est très significatif, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est une coïncidence, l'Allemagne a vraiment décidé de fermer la moitié de ses centrales nucléaires, l'autre moitié cette année-ci d'ailleurs, au moment où elle a été raccordée au gaz de Nord Stream 1. On parle beaucoup de Nord Stream 2 maintenant, mais en 2012, le gaz russe venant de Vyborg était raccordé au réseau allemand. Ce qui montre très bien que si c'était pas une coïncidence, mais une volonté politique, la date était bien choisie. Alors, vous voyez donc la Belgique. Oh là, vous êtes. Poussez sur le bon bouton. La Belgique, ici, émet évidemment beaucoup moins de CO2, étant donné sa petitesse, et donc son influence alors est tout à fait nulle. Bon, alors un ami a eu l'idée de mettre sur la courbe d'émission de CO2 les différentes COP, hein, donc c'est les Conferences of... j'ai oublié, donc, les COP, sur la courbe CO2. Et nous voyons que, quelles que soient les COP, il n'y a jamais eu d'impact sur les émissions de CO2. Le CO2 a continué à augmenter. On se demande quelle est l'utilité d'avoir ces grandes messes vertes qui, en plus, consomment énormément de CO2 puisque la plupart des participants viennent en avion. Vous savez, il y a des incohérences partout dans ce système. Alors, la Belgique. La Belgique, il faut savoir que la moitié de la population environ est favorable au nucléaire en Belgique, plus en Flandre qu'en Wallonie, donc plus de la moitié en Flandre, un peu moins de la moitié en Wallonie. Et l'AFEB vient officiellement, on laissera la parole à notre ami Vanderman, de déclarer, urbi et orbi, qu'elle aussi est favorable au nucléaire. Il a fallu qu'il y ait une concomitance de décisions des trois fédérations françaises, flamandes et bruxelloises, mais nous en sommes enchantés que ce soit hier, je crois que c'était hier, oui, hier qu'elle a déclaré, donc c'est très très bien, ça tombe bien pour notre conférence à nous. Alors, donc, et malgré tout, donc, malgré ce besoin d'électricité, besoin d'autant plus importante que la consommation électrique ne fera qu'augmenter dans le futur à cause du numérique, de manière générale. Vous savez que la pénétration du numérique est exponentielle
continuera à l'être. L'intelligence artificielle devient indispensable pour le développement de tous les pays du monde, y compris bien entendu de l'Union européenne, et d'autre part de la pénétration des voitures électriques qui est très énergivore. J'ai quelques doutes sur une pénétration des voitures électriques aussi rapide qu'annoncée, mais là je n'ai pas le temps de m'en expliquer. Il y a beaucoup de défis à devoir surmonter. L'idée n'est pas mauvaise, mais il faut qu'elle se réalise. Alors, même le président Macron, il faut savoir que pendant tout un temps, la France était le parangon du développement du nucléaire. Au début de son mandat, il avait dit « Ah, mais je vais réduire la production nucléaire de 75% à 50%. » Il a changé complètement d'opinion à juste titre, et au contraire, il a annoncé officiellement qu'il allait investir massivement dans le nucléaire, et d'ailleurs aussi dans les petites centrales nucléaires. Alors là, il y a deux énergies du futur en nucléaire, c'est les petites centrales et les centrales de quatrième génération. Je reviendrai là-dessus. Oui, alors il faut savoir, c'est quand même important de le souligner, le Japon qui avait fermé toutes ses centrales nucléaires à la suite de Fukushima, a déjà redémarré 10 de ces centrales, ce qui, après le drame de Fukushima, parce que ça vraiment c'était un drame, ce n'est pas un accident nucléaire, tous les réacteurs se sont arrêtés, mais il y a eu une explosion d'hydrogène qui s'est dégagée à la suite du réchauffement des réacteurs parce qu'il n'y avait plus d'eau de refroidissement vu que la vague avait noyé les pompes. Donc toutes les centrales ont été immédiatement arrêtées. Il se fait que l'erreur des Japonais avait été de construire ces centrales nucléaires du côté de la région sismique, donc à l'est de l'île d'Hokkaido, au lieu de construire de l'autre côté. Quant aux centrales restantes au Japon, la moitié a été définitivement fermée, et l'autre moitié va peut-être être redémarrée dans les années à venir. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante. Au lieu d'avoir décidé en 2003 l'arrêt du nucléaire, et là, c'était sous la pression des écolos, et sans les écolos, la coalition ne tenait pas, donc le gouvernement de l'époque a accepté cette décision. Ce qui est une erreur totale. Au lieu d'avoir proposé d'arrêter le nucléaire à terme, puisque maintenant c'est entre 2022 et 2025, c'est-à-dire à partir de cette année-ci, entre nous, 2 centrales vont être fermées cette année-ci, enfin devraient être fermées. Au lieu donc, de cela, qu'est-ce que j'allais dire là oui, donc au lieu plutôt de décider 4 centrales, la prolongation du nucléaire pour les centrales nucléaires existantes de 20 ans, ce qui ne pose aucun problème technique, aucun problème technique, j'insiste. Nous avons les moyens de les prolonger, moyennant évidemment des mises à niveau. Alors la mise à niveau suppose des investissements, ça c'est clair. Donc, si on avait prolongé les 4 centrales nucléaires, c'est-à-dire Doel, 3 et 4, Tihange 2 et Tihange 3, nous n'aurions pas eu cette saga CRM que nous avons connue, c'est-à-dire on n'aurait pas dû aller à l'Union européenne dans un premier temps. Après, c'est autre chose, puisque, comme je vous l'ai dit, l'énergie électrique continue à augmenter, donc il faudra de toute façon des centrales à gaz pilotables. Alors, oui, il faut dire ici que la Commission européenne nous a permis d'avoir recours à ces mécanismes de capacité, c'est-à-dire donc une aide de l'État pour investir, parce qu'il n'est pas évident d'investir quand les centrales fonctionnent peu, sous condition, c'est-à-dire la condition étant de sortir complètement du nucléaire. Alors nous le saurons, j'espère, en mars, puisque c'est une date qui a été annoncée. Je ne sais pas dans quelle mesure la Vivaldi pourra annoncer, prendre des décisions définitives, j'en doute, mais enfin, on verra bien. Mais c'est une des étapes qui sont sur notre chemin. Alors, donc, oui. Ah, on m'annonce que c'est plus que 5 minutes.
Outre cette nécessité, la prolongation de 20 ans des centrales nucléaires nous aurait permis, puisque 2025 plus 20, c'est 2045, de démarrer des centrales de 4e génération, pas celle-ci, la génération suivante. 4e génération qui est un saut technologique, alors que la 3e n'est qu'une amélioration de la 2e génération. Donc ce saut technologique-là, on aurait pu le faire sans passer par la construction de centrales de 3e génération si on avait décidé à l'époque de prolonger 4 centrales nucléaires. Alors il y a un problème technique, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc il y a les conséquences, c'est la sécurité d'approvisionnement. Il faut être certain que la quantité, donc la masse de production d'énergie renouvelable doit permettre d'assurer le fonctionnement des industries et le fonctionnement correct de nos habitations, aussi bien en production d'électricité qu'en production de chaleur. Le problème, c'est que c'est loin d'être garanti, surtout sans nucléaire. Bon. Même si on construit une centrale au gaz, puisque vous savez qu'un appel d'offres a été lancé, 2 centrales au gaz, qui est tout à fait insuffisant, ont été retenues, l'une à Vilvoorde et l'autre à Mouzawir, et que déjà les Flamands ont dit « Ah non, Vilvoorde, vous ne la construisez pas parce que ça émet du CO2. » Voilà. Donc, nous avons un problème, c'est qu'une seule centrale sera prolongée, sera construite plutôt, et puis l'autre, on verra, parce qu'il faudra que la région flamande, ce que je crois qu'elle va faire finalement, change d'avis. Alors pour assurer cette sécurité d'approvisionnement, il faudrait pouvoir répondre à une pointe de 13,8 gigawatts. Dans ce cas-là, il y aura un déficit de 3,6 gigawatts, ce qui est énorme, de production. La seule solution pour compenser ce déficit est évidemment l'importation d'électricité d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que je disais là? Et les panneaux, oui, donc, j'ai oublié, il y a 2 choses. Ah oui, et bien entendu, et la numérisation croissante, ça c'est clair. Donc, étant donné ces 2 facteurs-là, il y a grande chance qu'il y ait un problème d'interruption prolongée et plus étendue des interruptions d'électricité. Certains parlent de blackout, nous verrons, mais en tous les cas, en 2022, il n'y aura pas de problème. L'hiver 2025-2026 pose plus de problème. Alors, je vous ai dit, les importations d'électricité sont quasi impossibles parce que l'Allemagne aura fermé entre-temps toutes ses centrales nucléaires, puisque c'est cette année-ci qu'ils les fermeront, et d'autre part, les autres pays, la France a pour l'instant des difficultés. Vous savez que nous sommes exportateurs d'électricité vers l'Allemagne actuellement, étant donné que 5 des centrales nucléaires françaises ont des problèmes de corrosion et doivent s'arrêter pour ce qu'on appelle le grand carénage pendant plusieurs années. Donc, la France elle-même sera en difficulté et la Hollande, qui, elle, n'aura pas encore ses nouvelles centrales nucléaires opérationnelles et qui, d'autre part, va réduire très fortement sa production de gaz, étant donné que le gisement de Groningen est en train de s'épuiser et que, d'autre part, on doit le fermer parce qu'il y a un affaissement des terrains, il n'y a pas de grand-chose à attendre des importations. Alors, évidemment, la gestion de la demande est difficile à réaliser et pour l'industrie,
Et pour les particuliers, je m'arrêterai ici. Oui, il faut dire que l'emploi sera également fortement impacté parce que 6 000 MW fermés d'un coup sec signifie qu'on ne pourra pas réutiliser en tous les cas, comme c'est le cas actuellement, même si on doit garder du personnel pour le démantèlement et pour d'autres opérations de ce genre-là. Alors, Engie a trouvé les moyens de garder un emploi, mais en tous les cas, ce n'est pas évident. Je m'arrêterai ici, et si vous avez des questions, vous pouvez, je suis presque à la fin, mais comme... ah oui, mais est-ce que Georges... Ah, mais il est là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Châtelain. Alors, je vois que notre second orateur est là. Donc, notre second orateur est président du MR et sénateur depuis 2 ans. Donc, il s'est à nombreuses reprises exprimé dans la presse en faveur de la prolongation de 7 centrales sur les 7 réacteurs sur les 7 existants, comme l'ont fait les fédérations patronales ce matin. Je vous laisse la parole. Veuillez accueillir Georges-Louis Boucher. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci aux organisateurs pour leur invitation sur un sujet qui est on ne peut plus d'actualité, puisque vous avez vu effectivement, ça a été rappelé juste avant, les sorties aujourd'hui des associations patronales, mais aussi certains mouvements du côté politique, j'y reviendrai. Et au-delà de ça, le cadre dans lequel nous sommes, ce cadre, c'est une crise des prix de l'énergie. Alors avant de commencer mon propos, je crois qu'il faut replacer 2 paramètres majeurs. Le premier paramètre, c'est de savoir pourquoi l'énergie est aussi importante finalement. Parce qu'on n'en parle jamais. Et savoir aussi pourquoi chez certains, le manque d'énergie dans le futur, alors je ne parle pas de l'énergie personnelle des uns et des autres, je parle des besoins énergétiques pour notre activité, pourquoi chez certains c'est moins un problème que pour d'autres. Alors, l'énergie, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est simplement la base de notre bien-être. C'est la base du progrès. C'est la base de notre industrie. C'est en gros la base de la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, l'énergie représente 75% des émissions de CO2. Alors, quand je dis 75% des émissions de CO2, je recouvre bien évidemment l'énergie employée sur le plan industriel, l'énergie pour se déplacer, pour se chauffer, pour s'alimenter. Toutes ces productions énergétiques représentent 75% des émissions de CO2 aujourd'hui sur la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de passer son temps à culpabiliser ma voisine parce qu'elle décide de prendre sa voiture, il serait peut-être plus intelligent que les pouvoirs publics adoptent des choix stratégiques pour faire en sorte que cette production d'énergie soit la plus décarbonée possible. Et ça, c'est le premier paramètre de la question qui se pose à nous, c'est de se dire comment faisons-nous pour garder le niveau de vie qui est le nôtre tout en diminuant nos émissions de CO2. Si on ne change pas la manière dont on produit de l'énergie, il ne reste qu'une alternative. Cette alternative, c'est de vivre différemment. Certains appellent ça pudiquement la sobriété. Alors la sobriété, ça c'est un concept extraordinaire, parce que la sobriété, dans une culture judéo-chrétienne, c'est plutôt bien vu. Il vaut mieux être sobre. Je ne vais pas arriver ici habillé en rose fluo avec un klaxon quand je passe la porte. Il vaut mieux être quelque peu sobre. Mais ne vous y trompez pas, la sobriété dans la bouche de ceux qui l'utilisent aujourd'hui, ça porte un autre nom qui s'appelle la décroissance. Aujourd'hui, si certains estiment que l'on va diminuer de 35% nos consommations d'énergie dans le futur, ce n'est pas une blague, c'est ce qui figure dans le rapport qui a été remis par Mme Khattabi au gouvernement fédéral. Si certains estiment cela, ce n'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres, c'est qu'ils confondent leur volonté à la réalité. Et leur volonté, c'est effectivement que l'on consomme moins d'énergie dans le futur. Parce que qui dit moins de consommation d'énergie dit moins de déplacement, moins de production industrielle, moins de construction,
Et au prime abord, je suis certain qu'une partie d'entre vous trouve certainement cela sympathique. Sauf que la décroissance, c'est ce que nous avons vécu lors du premier lockdown. Et donc tout le monde a trouvé ça très sympathique. On a pu travailler depuis sa terrasse, il y avait du soleil, c'était plutôt agréable, le printemps, et les gens ont dit c'est un autre rythme de vie. Sauf que pendant ce temps-là, les mêmes qui prônent la sobriété nous ont demandé, puisqu'à l'époque nous avions ce bonheur absolu d'être les seuls partis francophones au gouvernement, les mêmes nous ont demandé de faire en sorte que personne ne perde 1 euro. Personne ne devait perdre 1 euro de rémunération. Résultat des courses, l'État a créé 42 milliards d'euros de dettes pour faire face à quoi? À une décroissance qui a été limitée dans le temps à quelques mois. Et donc il faut être très clair avec nos concitoyens. La décroissance versus / la sobriété, c'est soit des pertes de revenus individuels, soit la dette perpétuelle. Et je ne dois pas expliquer dans cette assemblée, que j'estime être extrêmement sérieuse, à quel point la dette perpétuelle est un leurre. Donc, ce paramètre est extrêmement important à avoir en tête pour bien comprendre les positionnements politiques des uns et des autres dans les mois et les années à venir sur cette question. Le deuxième paramètre, c'est justement le paramètre économique, celui du prix de la facture. Aujourd'hui, les prix sur le marché mondial sont tirés par le haut par l'augmentation des prix des énergies fossiles, en gros du gaz. C'est le prix du gaz qui détermine le prix de l'électricité sur le marché mondial. Plus votre pays est dépendant au gaz, plus les prix vont augmenter dans votre pays. C'est une évidence. Si vous voulez vous en convaincre, vous comparez la trajectoire aujourd'hui de la France, qui est extrêmement dépendante du nucléaire et donc peu dépendante du gaz, à un pays comme l'Allemagne, dont la dépendance aux énergies fossiles est beaucoup plus importante. L'impact sur les prix n'est pas anodin, l'impact sur les prix est évident. Avec un troisième paramètre, puisque je viens de vous citer 2 pays majeurs, la France et l'Allemagne, nous sommes la Belgique. Cela signifie que notre pays n'a pas un poids géopolitique qui lui permette d'espérer que d'autres pays dans le monde se plient à ses envies. Cela signifie aujourd'hui que si nous basculons notre production électrique au gaz, nous allons augmenter inexorablement notre dépendance à la Russie. Alors vous avez certainement entendu certaines personnes qui vous expliquent que finalement aujourd'hui on importe très peu de gaz russe en Belgique. Figurez-vous qu'ils ont raison. Mais ils oublient de vous dire 2 choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, 40% du marché du gaz en Europe, c'est du gaz russe. Ça veut dire que c'est clairement la Russie qui dicte sa loi en matière de prix, d'approvisionnement sur le marché européen du gaz. Et donc que notre pays soit directement ou non relié à la Russie, il est directement dépendant des choix politiques de la Russie, sur le plan du gaz à tout le moins. Le deuxième paramètre qu'on oublie souvent de vous indiquer, c'est que dans les prochains mois, les Pays-Bas, qui sont aujourd'hui notre premier fournisseur de gaz, ne pourront plus extraire de gaz, pour des raisons géologiques. Dans le même temps, la Norvège, qui est notre deuxième fournisseur de gaz, ne pourra plus non plus nous fournir du gaz, pour des raisons à la fois géologiques et des choix politiques de ne pas étendre leur capacité de production à d'autres parties de leur territoire. Cela signifie donc qu'il nous restera sur le marché à nous tourner vers la Russie. Cela signifie aussi qu'on peut éventuellement envisager une alternative avec du gaz liquéfié venant du Qatar. Comme vous le voyez, des démocraties, des pays avec lesquels nous partageons énormément de valeurs, des pays avec lesquels les chantres de la sobriété nous disent qu'on n'a même pas le droit d'aller voir un match de football. Aujourd'hui, Écolo est un parti qui prône le boycott de la Coupe du monde de football, parce que le Qatar, c'est mal. Manifestement, pas assez pour dire qu'on ne commerce pas avec eux et de se rendre dépendant au niveau de notre approvisionnement énergétique d'un pays comme celui-là. Je vous laisse d'ailleurs envisager quelques instants l'impact des récriminations européennes par rapport à la politique en matière de droits de l'homme vis-à-vis de la Russie ou du Qatar
le jour où ils n'auront plus qu'à tourner une manivelle pour décider de notre approvisionnement en gaz et donc par effet de conséquence en électricité. Est-ce que véritablement c'est le monde dans lequel on souhaite vivre? Est-ce que véritablement notre obligation politique n'est pas de garantir notre indépendance énergétique, car l'indépendance énergétique est la clé de l'indépendance politique et donc de notre capacité à porter dans le monde nos valeurs? Je pense que poser la question est y répondre. Alors aujourd'hui, l'électricité, effectivement, concentre beaucoup de nos débats. Or, c'est vrai, et le graphique qui vous a été montré tout à l'heure l'illustrait, l'électricité aujourd'hui ne représente que 18% de la part du mix énergétique total dans notre pays, c'est-à-dire dans nos besoins énergétiques, il n'y a que 18% qui est approvisionné par de l'électricité. Mais cette part va inexorablement augmenter. Les augmentations de consommation annoncées sont comprises entre 35 et 55% à l'horizon 2050. La plus grande part de ces augmentations se fera dans les 10 à 15 prochaines années, pour des éléments qui sont évidents. Les voitures électriques. C'est très bien de vouloir passer tout le parc automobile à l'électrique, mais il va falloir alimenter ces voitures. Si aujourd'hui l'ensemble de notre parc automobile était à l'électrique, il faudrait l'équivalent de 2 centrales nucléaires pour pouvoir l'alimenter, si toutes les voitures rechargent au même moment, bien évidemment. Et ça, j'y reviendrai entre le temps normal et les moments de pointe. Premier élément. Deuxième élément d'augmentation de la consommation énergétique, c'est bien évidemment toute l'économie numérique. On nous explique que l'économie numérique est une économie verte, zéro carbone. Il n'y a rien de plus faux. Aujourd'hui, dans notre pays, le plus grand consommateur d'électricité, c'est l'entreprise BASF. Demain, ce sera Google. Notre pays est sur une trajectoire, puisque nous avons cette chance, à mon sens, d'accueillir le plus grand data center de Google en Europe et que d'autres data centers les ont rejoints. Eh bien, dans quelques années, le premier consommateur d'électricité seront ces serveurs. Et avec les innovations technologiques qui s'annoncent, que ce soit les bitcoins, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça demande, ce qu'on appelle la blockchain demande énormément d'énergie. Quand on voit également les innovations en matière de metaverse, de réalité augmentée, tous ces éléments vont considérablement augmenter la demande en énergie de ces serveurs. Tout ça pour vous indiquer que dans le futur, les 18% vont augmenter progressivement. Pourquoi? Pour répondre à ce que j'indiquais en introduction, si nous voulons diminuer nos émissions de CO2, nous devons décarboner notre production d'énergie. Et pour ce faire, on va quitter progressivement des moteurs thermiques pour passer aux moteurs électriques. Nous allons, au niveau industriel, procéder à ce qu'on appelle la captation de CO2. Aujourd'hui, des entreprises extrêmement polluantes en matière, par exemple, de sidérurgie ou de cimenterie sont sur des projets extrêmement sérieux, extrêmement concrets de captation du CO2. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Holcim Lafarge qui est présente dans ma région, à Aubourg. Cette entreprise envisage, dès 2030, de pouvoir avoir une activité zéro carbone. Pour ce faire, pour procéder à cette captation de CO2, il sera nécessaire de doubler la consommation d'énergie pour cette entreprise. Tous ces paramètres nous montrent une chose, c'est qu'on va consommer plus d'énergie et plus d'énergie électrique. Et donc, on se donne bonne conscience. On se dit, je vais rouler dans une voiture électrique. Cette voiture, lors de son déplacement, ne va pas émettre de CO2. La question maintenant est de savoir comment on produit cette électricité. Et comme ça vous a été rappelé, nous avons fait l'immense bêtise dans ce pays, en 2003, de décider de la sortie du nucléaire. Je me suis toujours posé la question de savoir à qui cette décision faisait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population qui est en faveur du nucléaire, et ce n'est pas que les 50 autres sont contre le nucléaire. C'est juste qu'il y a 30% qui ne s'expriment pas, qu'il y a 10% pour qui c'est identique, et il y en a peut-être 10%, c'est-à-dire moins que le résultat électoral des écolos aux dernières élections, qui effectivement considèrent qu'il faut sortir du nucléaire. Mais donc, pour être très clair avec vous, à part assouvir les désirs d'enfance de quelques militants écologistes,
qui, dans les années 70, au moment où les partis écologistes se sont fondés, la lutte contre le nucléaire était un axe essentiel de la constitution de ces partis, pour une raison très simple. Nous étions en pleine guerre froide, nous étions dans un monde qui a disparu, où le nucléaire militaire a fait peur, et donc le nucléaire en général a pâti de cette situation. À part faire plaisir à quelques nostalgiques de cette époque qui s'étaient certainement promis de faire disparaître l'énergie nucléaire de notre planète, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et donc, quels sont très concrètement les choix qui s'offrent au gouvernement fédéral actuel? C'est de savoir si nous prolongeons 2 des 7 réacteurs nucléaires. Pourquoi 2? Alors effectivement, il était certainement techniquement possible d'aller au-delà de 2. Il se fait que la situation a amené à ce que le débat se concentre sur ces 2 réacteurs, et je pourrai répondre aux questions sur ce sujet s'il y en a. Et donc, cette décision, on nous avait dit déjà au mois d'octobre que c'était trop tard. Il se fait que le mouvement réformateur est le seul parti aujourd'hui de la coalition à s'être exprimé ouvertement pour le maintien de ces 2 réacteurs nucléaires. On nous a répété à de multiples reprises que ça n'était pas réaliste, que ça n'était plus faisable. Je reprends des expressions qui ont été citées, que le cadavre était mort et qu'il n'était plus possible de le ressusciter. Eh bien, à l'heure où je vous parle, le cadavre se porte plutôt bien, merci pour lui, puisque pas plus tard que cet après-midi, nous avons près de 5 formations politiques de la Vivaldi qui se sont exprimées, soit en laissant la porte ouverte à la prolongation du nucléaire, soit en commençant un virage assez important sur le fait que, vu la crise énergétique, effectivement, le nucléaire ne devait plus être snobé, ne devait plus être écarté. Alors la vraie question par rapport à ce schéma, c'est de savoir finalement quelle est la date ultime de décision. La date ultime de décision, je vais vous la donner, je la connais depuis plus d'1 an, et donc, d'ailleurs dès la formation de ce gouvernement, ça veut dire qu'il ne me reste plus longtemps à devoir défendre ce dossier, puisque, comme les enfants qui décomptent les nuits avant la Saint-Nicolas, il ne reste plus beaucoup de nuits pour être fixé, puisqu'en fait, la seule limite réelle, matérielle, incompressible qui s'offre à nous, c'est la nécessité pour Engie de devoir acheter de l'uranium. Cette date, elle est fixée dans le courant du mois de mars de cette année. Il reste donc 1 mois pour se positionner. Tout le reste, tout ce qui vous a été raconté sont des histoires. On vous a dit, on est en retard par rapport aux procédures. Il se fait qu'effectivement, il y a aujourd'hui une loi et un arrêté royal qui déterminent la manière dont nous pouvons prolonger ces réacteurs nucléaires. Sauf qu'il y a une procédure administrative qui dure un peu plus de 2 ans, qui est prévue comme préalable au commencement de travaux pour dire de prolonger ces réacteurs. Il y a un système qui est très simple, vous savez, puisque, et ça c'est la chance des politiques, c'est que c'est eux qui font les lois, c'est juste de changer la loi et de faire en sorte que la procédure, c'est une procédure d'enquête publique internationale, avec un rayon de plus de 500 km au niveau des communes et des personnes qui peuvent participer, eh bien, c'est de faire commencer cette enquête en même temps que les travaux, avec le fait alors de gagner 2 ans sur la procédure, ce qui rend les choses tout à fait faisables. Pour l'anecdote, et ceux qui ne seraient pas convaincus, je tiens juste à leur indiquer que pour le moment, nous avons 7 centrales nucléaires qui fonctionnent alors que rien n'a été fait au niveau de la procédure. C'est-à-dire qu'une procédure avait été menée entre 2014 et 2015, celle-ci a été annulée par la Cour constitutionnelle et depuis lors, elle n'a pas été reprise. Pourtant, je vous remercie, les centrales fonctionnent et vous avez l'air en bonne santé, ce qui montre à quel point on peut effectivement et on doit avoir des procédures qui sont les plus sécurisantes en matière de protection nucléaire, mais que ces procédures ne doivent pas devenir des obstacles artificiels à un choix industriel extrêmement important pour notre pays. Donc, comme je le disais, le mois de mars va être décisif, avec sur le papier aujourd'hui une seule formation politique qui défend cette prolongation du nucléaire. Et vous me direz, quelle est la menace si jamais cette prolongation n'est pas obtenue par l'EMR? La menace, elle est double. Tout d'abord, la première menace, c'est un risque de block-out durant l'hiver 2025. Peut-être d'ailleurs déjà un peu avant,
si vous avez des questions, j'y répondrai. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais le risque peut déjà préexister. Pourquoi ce risque existe? Il existe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons aujourd'hui tout un débat sur la construction de ces centrales au gaz. Or, les centrales au gaz, il ne suffit pas d'avoir un permis. Pour construire une centrale au gaz, il faut aussi un délai. Ce délai est compris entre 2 et 3 ans. Ça voudrait dire que si on commence la construction des nouvelles centrales au gaz maintenant, nous arriverions tout juste à l'hiver 2025, durant lequel nous en aurions besoin. Il ne vous a pas échappé que les travaux ne commencent pas aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un seul permis définitif, incontestable, sur lequel aucun recours ne peut encore s'appliquer, c'est celui des AWIR, avec une particularité dont la presse ne parle pas beaucoup, c'est que nous n'avons toujours pas le permis pour la cabine électrique qui doit accompagner cette centrale, qui doit encore passer devant le gouvernement wallon. Donc même les centrales que l'on estime être les plus sûres sur le plan légal ne le sont pas tout à fait, parce que produire l'électricité, c'est bien, mais il faut après l'amener sur le réseau. Donc il y a encore toute une série de petites étapes à passer qui ne sont pas nécessairement garanties. Donc premier problème, la construction des centrales. Deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans notre stratégie énergétique un vrai problème, qui est un problème duplicable à d'autres politiques publiques de notre pays, c'est que nous n'avons aucune administration impartiale qui s'est prononcée sur le besoin réel d'énergie en 2025, 2026, 2027 et les années suivantes. Or, les décisions politiques qui ont été prises ces dernières semaines vont directement influencer notre consommation électrique des années 25, 26, 27. Quelques exemples. Le gouvernement flamand a décidé qu'on ne pourrait plus faire de raccordement au gaz de rue à partir de 2026. Ça veut dire que tout le monde doit passer en pompe à chaleur. Autre décision qui a été prise, toujours pour 2026, d'ailleurs dès 2025, faire basculer le parc automobile de sociétés de moteurs thermiques aux moteurs zéro émission. Aujourd'hui, les constructeurs ne construisant quasi exclusivement des voitures électriques, c'est plusieurs milliers de voitures en plus qui, du jour au lendemain, vont passer sur une consommation électrique. Troisième décision qui a été prise également par le gouvernement flamand, c'est le soutien que le gouvernement flamand va apporter à l'industrie automobile électrique, également à la même période, pour que tous les Flamands n'achètent que des voitures électriques sur les années 26-27. Donc les nouvelles voitures qui auront le droit de circuler en Flandre, en tout cas à l'achat, seront des voitures électriques. Tous ces paramètres d'augmentation de consommation ne sont pas calculés. Nous avons aujourd'hui un chiffre qui est aux alentours de 13 gigas dont nous avons besoin en termes de capacité. Je parle bien de capacité, il faut bien distinguer ce qu'on appelle la capacité et la production en tant que telle. On nous parle d'un chiffre de 13 gigas et aujourd'hui Elia, qui est l'opérateur qui gère notre réseau de distribution électrique, Elia remet des rapports pour savoir si on obtient les 13 gigas ou pas sans jamais questionner ce chiffre. Ce chiffre n'est jamais questionné. Or, on peut considérer qu'il peut aussi poser question. Le troisième et dernier élément, et je ne serai pas plus long, le troisième et dernier élément, c'est cette interconnexion européenne qui est un des autres leviers de la stratégie que l'on vous vend assez régulièrement. On vous explique que si la Belgique n'a pas d'électricité pendant certains moments de consommation, ce qu'on appelle des pics de consommation, ça n'est pas grave, nous irons dans les autres pays européens chercher l'électricité dont nous avons besoin. D'ailleurs, ça vous montre à quel point Elia n'est pas tout à fait objectif, puisque celui qui sera en charge de cette interconnexion européenne pour la Belgique, c'est Elia, et celui qui a des grandes envies d'expansion européenne, qui est d'ailleurs le premier acteur en Allemagne aujourd'hui, c'est Elia. Et donc si demain, nous avons besoin des interconnexions européennes de façon excessive, le seul gagnant de ce système, ce sera Elia, qui sera le seul maître du jeu
en matière d'approvisionnement énergétique en Belgique, qui sera donc incontournable. Ces interconnexions européennes, c'est quelque chose qui est effectivement utile, nécessaire. Mais c'est nécessaire sur des éléments qui sont conjoncturels. Pour vous donner une anecdote, lors de la Coupe du monde de football et lors de la finale de celle-ci, la Belgique a délesté une partie de sa production électrique vers la France, puisque la France avait un pic de consommation avec les écrans géants, les fours à micro-ondes pour les pizzas, etc., etc. Et manifestement, les Belges étaient beaucoup moins enthousiastes de voir Kylian Mbappé devenir champion du monde de football. Et donc, ça nous a permis de leur donner un petit peu d'énergie. Kylian Mbappé qui reste malgré tout le meilleur joueur du monde, mais voilà, ça n'est que mon avis personnel. Et donc, à ce moment-là, l'interconnexion européenne est extrêmement utile. Mais le jour où vous avez une vague de grand froid en Europe, qu'il fait moins 10 en Belgique, en général, il fait plutôt moins 13 en Alsace, effectivement peut-être moins 4 à Marseille, mais en tout cas, nous ne sommes pas dans des positions où les autres pays européens peuvent nous venir en aide. Et vous devez avoir conscience qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays en Europe ont des capacités qui correspondent à 98%, voire dans le meilleur des cas, 101, 102, 103% de leurs besoins. Et donc, bien évidemment, qu'en temps normal, une journée comme aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de 100% de votre capacité. Donc, vous ne risquez pas grand-chose, même, et j'ose, même si vous sortez du nucléaire. Mais l'enjeu d'un système qui fonctionne, c'est de garantir à chacune et chacun que le 31 décembre, par moins 10, on n'a aucun risque que nos hôpitaux doivent actionner des générateurs pour que des respirateurs puissent fonctionner. Qu'on n'ait aucun risque qu'un process industriel se coupe, ne serait-ce qu'une heure. Certains nous tiennent, parfois même à la craigne, l'idée que finalement, une heure sur une année, ce n'est pas très grave. C'est extrêmement grave pour des entreprises qui mettent 15 jours à 3 semaines à redémarrer leur process. C'est extrêmement grave pour une personne isolée qui ne sait pas ce qui est en train de se passer. C'est simplement extrêmement grave parce qu'en 2022, dans une démocratie libérale, un pays aussi riche que la Belgique, un pays qui était à la pointe du progrès technologique, il ne faut jamais oublier que grâce à Tractebel, notre pays était un des leaders mondiaux de cette technologie, était un des leaders mondiaux finalement de notre ressource de bien-être et du progrès. Et je suis désolé, mais je considère, et j'aime trop mon pays, pour accepter qu'à notre époque, on puisse courir le risque de manquer d'électricité ne serait-ce que quelques minutes. Parce qu'on n'a pas traversé autant de siècles de progrès pour aujourd'hui se poser des questions dignes de pays du tiers-monde. Et donc le choix nucléaire, c'est plus qu'un choix d'énergie. C'est un choix de modèle de société, de niveau de bien-être, mais aussi de solidarité et de justice sociale, si on veut, un accès au bien-être pour tous. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines semaines, nous continuerons notre combat. C'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, nous continuerons à militer aussi pour le nucléaire du futur, parce que, et ça sera ma conclusion, si nous ne prolongeons pas les 2 centrales nucléaires actuelles, il est illusoire de penser que la Belgique retournera vers le nucléaire dans un délai raisonnable. Parce que nous allons perdre la technologie, nous allons perdre le savoir-faire, nous allons avoir une multitude de pays dans le monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, même le Japon, qui a connu la catastrophe de Fukushima, prennent la décision de continuer le nucléaire, de relancer de nouveaux projets nucléaires. Nous serions donc le seul pays au monde à avoir vu la lumière. Je pense que c'est faire preuve de beaucoup d'arrogance et que la sagesse aujourd'hui doit nous amener à faire un choix de progrès, d'avenir et de technologie. Je vous remercie. Merci, monsieur Dupuis.
Enfin, notre dernier intervenant est Olivier van der Maren, directeur exécutif et conseiller énergie du Centre de compétences développement durable et mobilité de la Fédération des entreprises de Belgique. Je vous passe la parole. Oui, je ramène l'ordinateur. Jean-Thomas, oui. Voilà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et souhaitez-moi bonne chance, passer après Jean-Louis Boucher, c'est quand même quelque chose. Je vais essayer quand même de vous intéresser à une série de choses. On m'a demandé, puisque le nucléaire allait déjà être abordé par les deux premiers speakers, d'aller peut-être dans certains points plus en profondeur. Alors, moi je vais vous parler un peu de l'industrie et du lien qu'il existe en Belgique entre l'industrie et l'énergie. Je vais bien sûr me focaliser sur le nucléaire dans un deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, on m'a demandé de regarder aussi un petit peu tout ce qui était les politiques en Belgique, la façon dont elles sont faites et certainement les points d'amélioration en la matière. D'abord, l'industrie et l'énergie. La CREC fait régulièrement des études sur le prix de l'énergie et arrive à catégoriser quels sont les secteurs qui sont les plus dépendants de l'énergie, les plus importants au niveau énergétique, sur base de différents critères. Vous les trouvez à droite, notamment la capacité d'exportation pour la Belgique, mais aussi ce que représente le coût énergétique dans l'ensemble des coûts, etc., etc. Et leur conclusion, ils analysent plus en profondeur 5 secteurs en Belgique, que sont la chimie, le métal, la sidérurgie, l'alimentation, tout ce qui est minéral tel que les cimentiers, qui consomment énormément d'énergie, ou même la pharmacie. Et donc c'est sur base de ça que vous voyez ici un type de secteurs qui sont fortement dépendants de l'énergie en Belgique, sont l'étude. Alors la Belgique, de manière générale, par rapport à d'autres pays, est plus dépendante de l'énergie au niveau industriel que d'autres. Ici, vous avez l'intensité énergétique de la Belgique par rapport à d'autres pays. Alors dans l'intensité énergétique, ça comprend bien sûr les consommations des ménages, le transport, mais aussi l'industrie. Ce qui fait vraiment la différence entre notre pays et les autres, c'est bien la part des industries. D'ailleurs, pour faire déjà un premier lien avec le nucléaire, quand on a créé le nucléaire, l'un des grands avantages, c'est qu'on avait garanti aux industriels des prix compétitifs. Et ça a attiré en Belgique une série d'industries, puisque au niveau électrique, on était garanti, on avait du nucléaire, et on était dans un système qui n'était pas encore libéralisé à l'époque. On avait un système de comité de contrôle, où on retrouvait autour de la table les exploitants, mais également, vieux système qui existait à l'époque, mais qui fonctionnait, qui étaient les syndicats et les employeurs, et qui décidaient de programmes tarifaires. On arrivait assez bien à influencer les choses pour que ça revienne aux industries, et donc c'était vraiment intéressant pour nous et pour les industries de venir en Belgique grâce au nucléaire, qui avait des coûts très bas. Alors quand on pose la question aux industries, mais tiens, qu'est-ce qui est important pour vous au niveau énergétique? Le premier point, c'est bien sûr la sécurité d'approvisionnement. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'énergie. Monsieur Boucher y a fait référence. Un processus industriel qui s'arrête 1 heure peut avoir des conséquences durant 15 jours pour le relancer. On peut jeter parfois la production, donc c'est catastrophique. Premier point, certainement la sécurité d'approvisionnement. Et puis aussi l'aspect de compétitivité. La chimie belge est en compétition avec la chimie allemande. Il suffit d'aller traverser les frontières. Et puis même aller peut-être un petit peu au-delà aussi. La chimie belge est aussi en concurrence avec la chimie américaine. Et j'y reviendrai par après. Parce qu'au niveau belge, au niveau électrique, on arrive encore au niveau de ce qu'on appelle la commodité, c'est-à-dire l'électron, à avoir des prix plus ou moins identiques. Il y a d'autres aspects qui sont liés aux aspects de coût, et ça, il y a un aspect de compétitivité entre la Belgique et les autres pays. Mais donc, la compétitivité, c'est le deuxième point le plus important. Une chimie, où est-ce qu'on va installer un processus, où est-ce qu'on le fait? En Belgique, le prix de l'électricité est d'autant, en Allemagne, le prix est autant. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on le fait? Donc, vous comprenez l'importance pour l'industrie d'avoir une énergie compétitive en Belgique. C'est d'autant plus important pour les énergies intensives. Évidemment, pour une banque, peut-être que la facture énergétique n'est pas le premier critère. Mais pour les industries lourdes, où l'énergie est importante, c'est bien sûr le premier critère. Alors, on reçoit beaucoup de critiques sur l'industrie qui pollue et tout ça. C'est vrai que ça pollue. Les industries, depuis un certain temps, s'engagent dans ce qu'on appelle des roadmaps, c'est-à-dire leur transition.
Il n'y a pas une industrie aujourd'hui en Belgique qui se dise « je continue, business as usual ». Elles savent qu'elles devront faire la transition, elles font des roadmaps, elles se préparent. Et je viendrai après, il y a des systèmes qui sont mis en place au niveau européen qui leur disent gentiment, ou moins gentiment parfois, d'ailleurs parfois un peu violemment, écoutez, on va vous faire un coût du CO2 qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter. Et donc, voilà, les industries savent que ça va augmenter, on est en train de s'adapter, on prévoit des plaques. Ça demande toujours un peu de temps aussi. Quand on vient de faire un investissement il y a 5 ans de 100 millions, on ne refait pas le prochain investissement de 100 millions 5 ans plus tard. Évidemment, il y a un temps, on a besoin de temps pour investir. J'ai également mis comme point critique qu'il y a des accords qui se font au niveau des régions, ce qu'on appelle l'accord de branche en Wallonie ou les EBE, les Energiebeleidsovereenkomst au niveau flamand. C'est des points également importants. L'innovation. L'innovation est quelque chose de fort important. Et je vais prendre comme exemple l'hydrogène. L'hydrogène, est-ce que l'hydrogène est un vecteur énergétique du futur? Beaucoup le pensent. La Belgique, il se fait de par son historique, a une certaine compétence en matière d'hydrogène. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour foncer dedans, pour être vraiment les premiers et pouvoir développer des business en la matière. Il y a des choses qui se font, c'est un exemple qu'on doit prendre en compte. Les entreprises belges innovent beaucoup. Voilà, on a besoin de soutien, on a besoin de vision claire pour arriver à ça. Et donc, malgré tout ce que je vous dis, l'industrie, hélas, à tort, selon moi, reste avec une image de problème. C'est eux qui polluent et tout ça. Regardons également tout ce qu'on fait, qu'on offre comme solution, notre propre transition, mais également tous les produits qui sont proposés en vue de diminuer les consommations énergétiques. L'exemple le plus simple, la chimie qui fait des isolants, voilà, grâce à vos isolants, vos maisons vont être mieux isolées, vous allez consommer moins d'énergie. CQFD. Et bien sûr, il faut un cadre réglementaire très stable. Alors voici la partie la plus technique de mon exposé, mais je pensais que ça valait la peine. La formation des prix sur le marché. La formation des prix sur le marché, le prix électrique, précisé, se fait en fonction des coûts marginaux de chaque unité. Une unité, je suis une éolienne, j'ai du vent, je produis. Ça me coûte combien en coût variable? 0. C'est le vent, il arrive. Le photovoltaïque, c'est la même chose. La biomasse, c'est déjà différent. Je dois acheter ma biomasse, donc j'ai un coût d'achat de la biomasse. Pour le nucléaire, également. Ces coûts sont très faibles. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est le coût du photovoltaïque, ça, c'est par exemple le coût d'éolien, ça, c'est le coût du nucléaire qui est un petit peu plus élevé, beaucoup moins élevé, et puis on arrive à ce genre de coût-là, c'est-à-dire des coûts beaucoup plus élevés, typiquement le gaz. Le gaz, le coût marginal du gaz, il faut 2 unités, 2 kW de gaz pour faire 1 kW d'électricité. Le gaz, il faut le payer. Je ne vendrai, si 2 unités de gaz me coûtent 100, si mon électricité n'est pas à 100, je ne vendrai pas. Je n'ai pas intérêt à le faire. Et donc, on va comme ça regarder quelles sont les unités capables de produire. Est-ce qu'avec de l'éolien et du photovoltaïque, j'arrive à répondre à ma demande? Non, ma demande, elle est là, et là, moi, je suis ici. On rajoute du nucléaire. Est-ce que j'arrive à répondre à ma demande? Non, toujours pas. Eh bien, on va rajouter le coût marginal additionnel, c'est-à-dire ici, par exemple, la centrale au gaz. Ah ben oui, là, on peut produire, et on voit qu'un équilibre se forme au niveau des prix, au niveau de cette centrale-là. Il faut que les prix de l'électricité soient, comme je disais tout à l'heure, à 100 pour que je puisse vouloir produire en tant que centrale au gaz. Si ce n'est pas 100, je ne produis pas, ça me coûte plus cher que ça me rapporte. Et donc, l'équilibre se fait à 100. Et l'unité qui est au-dessus, c'est-à-dire celle qui produit, qui est un peu plus chère, elle a besoin de 2 unités et demie, ça lui coûte 150, le prix est à 100, elle ne produit pas. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous avez ici les coûts marginaux. Le nucléaire a des coûts marginaux très bas. On achète l'uranium, on le met pour 18 mois dans le réacteur, ça fonctionne, ça revient relativement peu cher au mégawattheure produit. Par contre, les centrales au gaz, et donc il va produire en baseload. Moi, je produis chez du nucléaire, je produis tout le temps, c'est bon, j'ai un bon prix. Le gaz, lui, va regarder. Il dit, 2 unités multipliées par le prix, quel est le prix que j'obtiens? Je produis ou je ne produis pas? Et donc, son unité est variable. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les productions, on a besoin de centrales au gaz que pour pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. Il y avait 1000 de demandes, et bien voilà, je dois additionner l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire et ici une partie de gaz pour arriver à la demande, et donc j'ai mon prix. Ça, c'est le concept de base. J'espère que vous l'avez bien en tête parce que ça va un peu plus compliqué. Le prix ici du gaz, j'appuie, tiens, j'avais mes 2 unités à acheter de gaz pour une unité d'électrique, mais l'Europe a dit non, maintenant on a mis un système
d'ETS, un système de prix de carbone pour les grosses industries. Et donc, quand vous achetez vos 2 unités de gaz, vous allez émettre du CO2. Mais le CO2, je dois le payer. Eh bien, moi je suis un industriel, j'additionne les 2 unités de gaz et les unités qu'il faut de CO2 pour le faire. Et donc, mon prix, il n'est plus là, il a monté d'un cran à cause du CO2. Et l'unité qui a après, qui produisait encore plus, elle augmente encore plus, etc., etc. Donc, les prix augmentent en fonction du prix du CO2, et l'objectif est vraiment d'essayer de faire passer, à la base, les centrales au charbon étaient moins chères que les centrales au gaz, mais émettaient plus de CO2. Donc, en faisant montant le prix du CO2, les centrales au gaz passaient devant les centrales au charbon, ce qu'elles ne faisaient pas s'il n'y a pas de prix CO2. Ça, c'est la première partie, c'est le prix du CO2. Rajoutons, complexifions un petit peu les choses. En fait, l'équilibre que je vous ai montré ici, c'est parce qu'il y avait peu de production ici de photovoltaïque et d'éolien. Grand jour, beaucoup de photovoltaïque, beaucoup d'éolien, toujours le nucléaire. Ah, l'équilibre se fait là. Il se fait qu'on n'a pas besoin d'activer une centrale au gaz. Pourquoi l'activer? Je réponds à la demande avec le nucléaire et les énergies renouvelables. Et donc mon prix est déjà beaucoup plus bas. Forcément, je ne suis pas à ces prix plus hauts. Logique, vous avez compris. Aujourd'hui, crise du gaz, le gaz est beaucoup plus cher. Tiens, mes 2 unités que j'achetais à 100 ou à 50, maintenant elles ne sont plus à 100 ou à 50, elles sont à 200. Et donc, vous voyez, la barre qui s'arrêtait ici, maintenant elle est beaucoup plus haute. J'ajoute toujours mon prix CO2. Prix CO2, j'aurais dû le mettre, il a aussi augmenté. Donc, si la demande est plus forte, mon équilibre il se fait là. Vous voyez la différence? C'est ce qui se passe avec l'électricité. Le gaz a monté, vous payez plus cher, c'est normal. Le CO2 a monté, forcément, ça répercute dans vos coûts. Donc, en fonction de l'endroit où se fait l'équilibre, s'il se fait là, vous ne payez pas le prix du CO2, vous ne payez pas le prix du gaz. S'il se fait là, forcément, vous payez le prix du gaz et de l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Au plus il y a de nucléaire, au plus il y a de chances que l'équilibre se fasse le plus tôt. Au plus il y a du nucléaire, au plus il y a de chances que si, par exemple, l'équilibre il se fait là, avec moins de nucléaire, vous retirez cette barre-là, les prix, il n'est pas là, il est là. Le nucléaire pousse les prix vers le bas, simplement parce qu'ils sont moins chers, et en fonction de l'endroit où se fait l'équilibre, eh bien, il se fait à une centrale ici, ou là, s'il y a moins de nucléaire, mais à certains moments, le prix est là. Le fait de retirer des centrales nucléaires, vous comprenez bien que ça pousse les prix vers le haut. Ceci est un phénomène qui se passe au niveau européen. Ce n'est pas simplement que la Belgique, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait des interconnexions, et donc vous voyez ici tous les phénomènes qui jouent au niveau européen. Le gaz monte, on paie plus cher, le CO2 monte, on paie plus cher, on retire du nucléaire, on paie plus cher forcément. Voilà tous les phénomènes qui jouent, et ça je ne vous parle que du prix. Alors, en parlant du prix, justement, donc, et ça, bien sûr, les industriels le paient, voici le prix du gaz. Les fluctuations qu'on a connues tout récemment, ça, c'est le prix européen du gaz. Je vous ai expliqué que la compétitivité était importante pour nous, le prix du gaz par rapport aux voisins, mais aussi le prix du gaz, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux États-Unis. Les États-Unis qui, eux, fonctionnent plutôt avec ce qu'on appelle le gaz de schiste. Prix très bas, prix constant très bas. Il y avait un facteur de 2,5 de différence de prix entre la Belgique en termes de coût du gaz sur les marchés et l'Europe, 2,5. Pas génial, ça ne nous aide pas, mais 2,5. On s'est retrouvé à un endroit à 13 et maintenant on est à 5, 6. Je dois installer une industrie chimique que je peux exporter en bateau, où est-ce que je vais aller? Quand je vois ça, États-Unis, super, hein, ils sont stables. Hein. Et nous, voilà. Ça, c'est notre dépendance, rien qu'au gaz. Et vous le savez, c'est la suite. Le CO2 joue aussi. Voilà ce qui se passe au CO2. Ça, c'est les prix. 2020, on était encore, 2019 à 20 €. On est dans les 90 €. Oui, 90 €. Et ça se répercute dans les prix d'électricité, chez nos industriels aussi. Et voici de quoi se compose le prix d'un industriel. L'industriel au niveau, je n'ai pas marqué ici, c'est gaz et ici c'est électricité. Électricité, G, gaz. Ça, c'est la partie dans ses coûts énergétiques de la commodité, donc de l'électron ou de la molécule de gaz. Vous voyez que ça représente vraiment 80%, et là un petit peu moins. Donc quand ça augmente, c'est cette partie bleue, quand ça passe de 20 à je ne sais plus combien ici, 50,
c'est ceci qui représentait 20 en 2021, qui maintenant représente 50. Je vous laisse imaginer le camembert, hein, il a grossi, et le pourcentage est beaucoup plus important. Et l'impact que ça, vous l'avez vu dans ce que je vous ai expliqué avec le schéma un peu plus compliqué, l'impact du gaz sur les prix, hop, ça se retrouve chez l'industriel, et ça c'est le prix, ce que représente le prix dans son prix énergétique, la commodité, donc l'électron électrique. Pas facile hein, pour les industries en Europe, pas évident du tout. Une sidérurgie, 800 € la tonne d'acier. Pour une tonne d'acier, il y a 2 tonnes de CO2. Voilà, faites le calcul. Hein. Avant, de 20 €, 2 tonnes de CO2 pour une tonne d'acier, ça fait 40 €, et maintenant, ça fait 160 €. Il faut mettre votre acier sur le marché international, il faut payer ce prix-là. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit, parce qu'il y a un mécanisme de benchmarking et tout ça, c'est moins. Mais il paie quand même 50 € sur un marché qui est très concurrentiel, et donc 850 par rapport à 800, ça fait une vraie différence sur un marché. Donc, vous comprenez que la politique énergétique pour les industries, c'est très sensible. Et là, on arrive sur le nucléaire. Avant de passer sur le nucléaire, peut-être mentionner que la FEB, comme ça a été mentionné, on est encore sorti ce matin sur le sujet, on soutient la prolongation de 2 réacteurs nucléaires, mais on ne soutient pas 2 réacteurs pour le plaisir de soutenir 2 réacteurs. La FEB est assez neutre technologiquement. Si on les soutient, c'est parce qu'on vise 3 objectifs et que le nucléaire répond bien à ces 3 objectifs. Pour une industrie, je vous l'ai mentionné, la sécurité d'approvisionnement est fondamentale. Pas d'énergie, on peut remettre coupure en énergie, pour cette industrie, le processus est remis en cause, 15 jours pour remettre tout en état. Il y a les aspects environnement climatique, on subit une pression gigantesque pour diminuer nos émissions de CO2. Et comme on l'a expliqué plus tôt, au niveau énergétique, c'est un endroit où on peut jouer sur le CO2 et ça a un impact énorme sur l'ensemble. On a parlé de 75% tout à l'heure. Ça, c'est l'impact de l'énergie sur le CO2. Et puis, il y a bien sûr le coût. La FEB, bon, je vais expliquer les aspects de compétitivité. Le coût, ça paraît assez logique. Et in fine, pour obtenir ce triangle-là, cet équilibre-là, eh bien voilà, on a à disposition une série de technologies. On a le renouvelable, on a ce qu'on appelle les carburants bas carbone, on a le nucléaire, on a du gaz qui peut être naturel, qui peut être du gaz synthétique, il y a plusieurs alternatives possibles. Il y a l'hydrogène dont j'ai parlé également tout à l'heure, la capture du carbone dont M. Boucher a parlé également avant. On prend le carbone, on le capture, on le stocke quelque part ou on le réutilise à d'autres endroits. L'efficacité énergétique est fondamentale également. On a besoin d'être flexible. Quand l'éolien ne fonctionne pas, on demandera à certains moments à certaines personnes de diminuer leur consommation. L'organisation sociétale des comportements. Et dans ce cadre-là, mais ça je ne fais que résumer un peu ce qui a déjà été dit auparavant, les avantages du nucléaire sont clairs, je les ai résumés ici en un slide. On diversifie les sources, on parlait tout à l'heure de la Russie, ben voilà, pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Une plus grande indépendance, c'est toujours le même principe, on est plus indépendant, puisque je rappelle que le premier producteur d'uranium est l'Australie, pays qu'on peut estimer assez stable. Le 3e est le Canada, il est assez stable aussi, je pense. C'est beaucoup mieux réparti dans des pays, en tout cas, beaucoup plus stables. Et l'uranium, comme j'ai expliqué, peut se stocker facilement. C'est très compact, hein, ça ne demande pas des quantités, je dirais, gigantesques en termes de volume. Ça se stocke, donc vraiment des grands avantages. Pas d'émissions de CO2. Alors, on a entendu des arguments comme quoi l'ETS ne faisait rien. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vous assure que ça a un impact. Si on remplace des centrales au gaz par des centrales nucléaires, eh bien on a moins de CO2. Et inversement, si on remplace des centrales nucléaires par des centrales au gaz, on aura plus de CO2 et on peut danser sur sa tête, on peut retourner comme on veut, on peut appeler l'ETS, ça ne change rien, il y aura plus de CO2. Et puis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le principe, ça pousse à la baisse les prix. Et ça, c'est CQFD, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pourquoi l'industrie estime qu'on a intérêt vraiment à prolonger des centrales nucléaires, par ailleurs, qui sont amorties en grande partie, même s'il faut des investissements. On ne parle pas d'un investissement de nouvelles centrales ici, c'est prolonger, avec les avantages que ça a, notamment de technique, de maintien du know-how, etc.
On reconnaît tout à fait qu'il y a des questions qui se posent en termes de déchets radioactifs qu'il faut gérer avec plusieurs niveaux ABC. Les faiblement radioactifs, on peut complètement considérer qu'ils sont gérés. Il y a des tas de péripéties, par contre, sur les déchets plus hautement radioactifs, avec des propositions qui sont faites mais qui ne sont pas acceptées. Mais sachez qu'en Belgique, on a un organe qui étudie ça depuis très longtemps et qui a une vraie compétence en la matière. Et puis la crainte de la sécurité, ça, il n'y a rien à faire dans le grand public, ça reste une crainte. L'AFCN, l'Agence de contrôle nucléaire, est quand même, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, est quand même un organe très sévère. Hein? Dans les règlements, en tout cas au niveau sécurité, il y a des niveaux d'alerte. On oublie un chiffon sur une machine, c'est un niveau d'alerte. On en est là, hein, au nucléaire. C'est sans doute l'industrie la mieux surveillée au monde. Voilà, ça c'était pour ma deuxième partie relative au nucléaire, puisque j'avais 2 speakers avant, je me dis que sans doute ce sujet a déjà été épuisé en grande partie. On m'avait demandé de parler peut-être un petit peu des aspects politiques, et je termine c'est mon dernier point. Et je vais vous expliquer à nouveau quelque chose d'un peu plus compliqué, mais je pense que ça vaut la peine d'être expliqué. L'Europe a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moins 55% à l'horizon 2030. C'est voté, c'est passé. Elle a fait pour ça, elle a divisé sa tâche en 2. Elle a dit qu'il y a un système qui concerne les grosses industries, c'est l'ETS, le marché du carbone dont vous entendez tout le temps parler. Ça, il y a 11 000 industries au niveau européen qui sont dedans, et leur objectif, c'est de réduire de moins 61%. À côté de ça, ils ont dit, tiens, tout ce qui n'est pas ces grandes industries, eh bien, vont réduire de moins 40%. Et la somme des deux donne moins 50%. C'est un peu compliqué, puisque l'un a un objectif par rapport à 1990, l'autre 2005, mais croyez-moi, les calculs européens sont bien faits, ça match. Alors, ces moins 40%, ils doivent être faits par les États membres. Et c'est là que les Romains s'empoignirent, ou du moins ils ne s'empoignirent pas, mais ils auraient dû le s'empoigner. Ils divisent principalement ces 40% entre les différents pays en fonction du PIB par habitant, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte du potentiel de chaque pays. On peut être un grand pays avec beaucoup de côtes, possibilités d'éoliennes, possibilités de réduction à droite à gauche, avec de l'espace. La Belgique, ça fait que c'est un petit pays, on est peuplé densément, on n'est pas connu pour notre soleil, on a du vent en ce moment, c'est bien, mais on n'a pas toujours du vent. Donc on n'est pas super bien loti dans une série de conditions, mais qu'importe, l'Europe a décidé que ça allait être principalement, il y a d'autres critères qui jouent, mais sur base du PIB par habitant. Et donc, on a un objectif de 47%. C'est un objectif pour l'instant, c'est une proposition européenne qui n'a pas encore été acceptée par la Belgique, mais ça va être dur de la refuser. Ça va être l'objectif. Vous allez me dire, facile, c'est clair. En Belgique, c'est toujours un peu plus compliqué. Les 47% belges doivent être divisés pour la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et le fédéral. Mais l'Europe n'a pas dit dans son paquet qu'il n'y avait que les gaz à effet de serre à diviser. L'Europe a décidé, dans sa directive la directive sur l'efficacité énergétique, directive qui porte, on ne peut plus mal son nom, directive sur l'efficacité énergétique est une directive qui vise à réduire la consommation. Efficacité énergétique, consommation, ce n'est pas la même chose. On l'a mentionné tout à l'heure, demander à un pays d'être efficace de manière énergétique, c'est très bien, c'est-à-dire que mon processus industriel doit être efficace. Ma maison doit être isolée, ça c'est de l'efficacité énergétique. Par contre, consommer moins, c'est autre chose. Tiens, pour réduire le carbone, on parlait de capture et séquestration du carbone. Ça consomme plus d'énergie. Ah oui, c'est dommage ça. Mais on demande de faire moins de CO2, mais de consommer moins d'énergie. Mais tiens, ça c'est déjà un peu contradictoire. L'objectif européen est de faire de l'Europe, et on va dire ici de la Belgique, vraiment ce qu'on appelle le first mover advantage. On va produire des nouvelles technologies pour vraiment aider tout le monde à réduire ses émissions de CO2. Mais produire de nouvelles technologies, ça demande de l'énergie aussi. Donc, ça c'était un petit aparté, directive européenne qui demande de réduire sa consommation énergétique. Et voilà. Et la Belgique, je n'ai pas le résultat de la formule. À nouveau, l'Europe a dit, petite formule magique, fonction du PIB par habitant et d'autres aspects, et vous allez devoir faire autant en tant que Belgique. Ce chiffre-là, que je ne connais pas, va devoir aussi être réparti entre
région wallonne, région flamande, région bruxelloise, et on peut voir si le fédéral fait quelque chose aussi. Ok, donc on se répartit les gaz à effet de serre, on se répartit une diminution de consommation. Ah, il y a aussi les renouvelables, sources d'énergie renouvelables. Même problème. L'Europe a sa petite formule, elle dira à la Belgique, vous devez faire autant, région flamande, vous faites combien, région wallonne, vous faites combien, région bruxelloise, vous faites combien, etc., etc. On va devoir se partager, trouver une clé de répartition sur la répartition des quotas CO2 des grandes entreprises, c'est-à-dire que c'est la Belgique qui met en partie, en tout cas une partie de ses droits sur le marché, elle reçoit pour ça de l'argent. Et où y va l'argent? Hop, discussion entre fédéral, région. Même chose, financement international, la Belgique, si on écoute les ONG, la Belgique doit fournir 500 millions par an pour les autres pays dans le cadre de la COP, justement, la conférence des parties, pour pouvoir faire. On est, je crois, on est à plus de 100 millions. Qui les paie? Hop, discussion. Vous imaginez les discussions que c'est autour de la table, je pense que Mme Margamon sait quelque chose, entre 4 parties, et l'objectif, in fine, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est le maximum chez les autres. Hein. Ce que tu fais, moi je ne le fais pas. La Flandre, aujourd'hui, et il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi lors de la COP, un grand problème, soi-disant, la Belgique avait reçu 47%, c'est quoi, c'était mi-juillet, objectif qui n'est pas encore accepté par la Belgique, et dans les journaux, on se plaignait qu'à la COP, soit quelques mois plus tard, 3-4 mois plus tard, on n'ait pas encore de partage de tout ça. Vous m'étonnez. Le partage pour 2020, on a pris 7 ans pour le faire. Mais dans les journaux, on se plaignait qu'en 4 mois, on n'a pas réussi à le faire sur le 47%, qui n'est pas encore accepté. La Flandre a dit, moi, 40%, peut-être envisageable. La Flandre a travaillé de la façon suivante. Je regarde ce que je peux faire comme mesure et je regarde ce que j'obtiens comme objectif. La Wallonie a plutôt travaillé dans le sens inverse, et le fédéral aussi a dit, moins 55%, on va faire moins 55%. Ouais. Comment? Moins 55%. Ok, moins 55%. Quand on demande à la Wallonie comment ils font, ils ne savent pas encore tout à fait. Mais voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez les discussions qu'il va y avoir ici, évidemment. La Wallonie et Bruxelles vont dire, écoutez, Bruxelles, je ne sais plus maintenant, la Wallonie va dire, je fais 55%, la Flandre, toi tu vas faire aussi un effort. Ça, c'est le genre de discussion qui se passe. Vous imaginez le temps que ça va durer pour que tout le monde soit d'accord? En attendant, nous, industriels, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, hein, qui va faire quoi? On ne sait pas. Je vais vous montrer le slide suivant, puis je reviendrai à celui-ci. La Belgique a quand même dû remettre en 2019 son plan national énergie-climat, c'est-à-dire elle a dû répondre à la Commission européenne comment elle allait faire, non pas les moins 47%, c'était pas les moins 47%, à l'époque c'était moins 35% seulement. Voilà le plan, comment il a été fait. La Wallonie a remis son plan, la Bruxelles a remis son plan, la Flandre a remis son plan, le fédéral a remis un plan, on a tout agrafé et on a envoyé à la Commission européenne. J'ai lu les plans, enfin, j'ai lu ces plans-là. Mais ce plan-là, il fait référence pour la région flamande à la Visie 2050, à l'Axi-plan, impossible. Hein. Ça fait référence à 36 autres plans. La Commission européenne qui doit lire ça. Ah, ils se sont amusés. Hein. Ils se sont amusés. Mais ça, c'est la réalité de la Belgique. Ça, c'est une réalité belge. Autre réalité belge qui est encore quelque chose qui m'échappe complètement. La Wallonie a dit qu'ils allaient faire moins 55%. Mais ils ont dit, on fait de l'ETS et du non-ETS, moins 55%. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'ETS dedans? L'ETS, il est ici. C'est une bulle ETS. C'est géré au niveau européen. L'obligation européenne, elle est simplement sur le non-ETS. Très, très, très bizarre. Je ne comprends toujours pas. Le fédéral a fait la même chose. Le 23 décembre, dans sa décision du Conseil des ministres, il y a des phrases qui disent que le fédéral s'engage à réduire de 90 millions les émissions de CO2 du secteur ETS. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais donc, voilà, il y a un engagement du fédéral pour travailler sur la bulle ETS. Alors, je l'interprète mal, j'espère que j'aurai peut-être une réponse tout à l'heure, mais c'est écrit noir sur blanc. Et donc, comment va-t-on faire? C'est quoi l'objectif? Vous comprenez qu'on a des soucis, quoi. Quand le politique mélange l'ETS, non-ETS, quand on ne sait pas ce qu'il va faire, voilà ce à quoi on est confronté. Et voilà, c'est une réalité du terrain, c'est vraiment pas facile. Hein. Il faut être honnête, mettons-nous à la place du politique qui représente le fédéral ou une région,
qui doit aller négocier dans ces conditions-là. Hein. C'est vraiment, le travail des politiques est vraiment compliqué. Hein. Il faut vraiment s'en rendre compte, c'est chapeau quand on arrive à un accord. Vraiment, il y a du boulot, mais voilà, ça prend du temps. Voilà, merci pour votre attention. Merci, M. Van der Laan. Hélas, le temps est écoulé pour les questions-réponses. Les intervenants ont longuement parlé. C'était très intéressant. Merci à eux pour leur intervention. Mais la soirée n'est pas finie. Nous restons ensemble. Je vous invite à vous déplacer au fond de la salle. Nous allons partager un cocktail. Vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup pour votre présence. Les intervenants restent ici. Et donc, vous pouvez leur poser vos questions. Et nous pouvons donc partager un verre tous ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée.